Calice, Mhm. je connais, qui m'a dit de venir. Je suis venu. Ça parle de quoi? Là, on était en train de parler de libre arbitre tout à l'heure avec Meden. D'accord. C'était un autre sujet. On m'a dit que t'étais plus spinoziste d'ailleurs. Non, en fait, c'est plus compliqué que ça. On va dire rationaliste, spinoziste-leibnizien. Enfin, c'est plutôt ça. C'est plus cohérent, remarque. Hein. Mais là, le sujet que se boucle, truc sur le panthéisme, la formalisation de Bachir, mais en vrai, celle-là, je vais la changer bientôt. Donc, elle a une utilité pratique, on va dire. Puis après, sinon, c'est tout ce qui touche au réalisme modal et compagnie. Parce que vous avez des... Je sais plus c'est quoi votre argument pour dire que... je sais plus ce que vous dites, vous. Pour dire que il y a des mondes possibles qui sont pas instanciés. Je sais plus ce que vous dites. Non, on dit que. Bah, en fait, déjà pour nous, il faudrait parce que déjà nous on dit pas les terminologies. J'ai compris. Pour toi, je veux dire. Voilà. Quoi. Ouais, c'est-à-dire que nous on ne dit pas de terminologie comme monde possible en fait déjà. C'est pas un terme qu'on aurait l'habitude d'utiliser ou du moins faudrait le définir pour qu'on puisse se mettre d'accord déjà là-dessus. Oh, c'est pas compliqué ça. Tu vois ce que c'est qu'un ensemble maximalement consistant? Non, vas-y, dis-moi. Un ensemble maximalement consistant, c'est un ensemble qui est clos par dérivabilité et qui est tel que donc par exemple, admettons qu'on ait gamma maximalement consistant. Alors pour tout sigma tel qu'on aurait gamma inclus dans sigma, soit sigma est égal à gamma, soit sigma est inconsistant. C'est ça, en grosso modo, un monde possible. On prend un ensemble gamma pour tout sigma inclus dans gamma, soit sigma égal à gamma, soit gamma inconsistant. Gamma inclus dans sigma plutôt. Donc pour tout gamma inclus dans sigma, soit sigma égale à gamma, c'est ça? C'est ça. Soit gamma inconsistant. Soit sigma inconsistant. Soit sigma inconsistant. Donc ça veut dire que tout ensemble inclus dans l'ensemble est égal à l'ensemble. En fait, l'idée c'est ça. S'il est consistant. D'accord. Donc un ensemble est consistant si et seulement si tout ensemble qui est inclus à l'intérieur lui est égal. Comment? Oui, pour les ensembles qui seraient effectivement. Alors du coup, c'est mal formulé. Ce qu'on devrait dire, c'est plutôt que si un ensemble est maximalement consistant, alors tout ensemble qui serait tel que c'est l'ensemble maximalement consistant serait inclus dedans, en fait, ça serait le même. Si cet ensemble est évidemment consistant. Si vraiment on devait le traduire en langage naturel sans formalisme. Les mondes possibles, c'est ça. En fait, du moins, c'est le formalisme qui est utilisé quand on raisonne avec... C'est quoi un monde possible? C'est un ensemble Donc vas-y, je te laisse poursuivre. Un ensemble maximalement consistant de propositions lorsqu'on en vient de la logique propositionnelle, sur lequel on applique des opérateurs de modalité. En fait, dans le fond, c'est ça. Alors, au-delà de la branlette syntaxique, à savoir si oui ou non, parce que les prédicats modaux peuvent prendre en compte la modalité, on s'en fout, puisque dans le fond, ça traduit à peu près la même idée. Ça va qu'à chaque fois, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que vous faites un contrefactuel, vous dites tel truc est possible, machin est possible. En fait, qu'est-ce que vous dites? Vous dites il est possible qu'il y ait, c'est-à-dire qu'on aurait pu concevoir une situation dans laquelle ça ne s'est pas passé comme ça. Ça, le même traitement, c'est un contrefactuel. Attends, du coup, un monde possible pour toi, c'est un ensemble. Les mondes possibles sont effectivement des ensembles. Formellement, c'est le cas. D'accord. Et donc, c'est un ensemble de propositions. C'est un ensemble de propositions, ça peut être un ensemble de termes. Là, j'ai pris le cas des propositions pour que ce soit clair. Donc, ça veut dire que si je suis bien ta définition d'ensemble consistant, si je prends n'importe quel sous-ensemble de cet ensemble, il devrait être égal à l'ensemble. Non, pas les sous-ensembles. C'est quoi quand tu disais sigma inclus dans gamma, dans ce cas-là? C'est l'inverse, c'est gamma qui est inclus dans sigma. D'accord, mais alors, ok. Alors, dans ce cas-là, c'est pourquoi quand je prends, par exemple, un ensemble de propositions, est-ce que je peux dire que cet ensemble est inclus dans le monde possible? Ça, tu peux parfaitement le dire, oui. Pas de problème avec cela. Mais donc, si je dis qu'il est inclus dans ce monde possible, il devrait être égal, selon la définition, si le monde possible est consistant. Mais en fait, tu confonds les deux choses. C'est-à-dire que, si j'ai un ensemble gamma qui est maximalement consistant, je m'attendais pas à ce qu'on fasse un truc sur la maximale consistance, mais c'est pas compliqué. Si gamma, il est maximalement consistant, c'est que on va le traduire comme ça, toute extension de gamma, d'accord, toute extension de gamma, qu'elle soit conservative ou non. C'est quoi, t'appelles quoi l'extension de gamma ici? Une extension, c'est, je vais prendre le cas de théorie. Si j'ai une théorie T et une théorie T', une extension de T, ça revient à dire que T est inclus dans T'. C'est ça que ça dit. Là, c'est pareil pour les ensembles maximalement consistants. C'est-à-dire que on n'a pas d'extension de gamma qui soit consistante et qui soit différente de gamma. Par contre, il se peut très bien qu'on ait sigma, un sous-ensemble de gamma, qui lui soit consistant et n'étant pas égal à gamma. Heureusement qu'on peut faire ça, parce que si on pouvait pas faire ça, on ne pourrait pas prouver la compatibilité. Donc toi, tu dis, ok, alors dans ce cas-là, toi, ce que tu dis, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'extension
Ouais. de gamma de telle sorte à ce que la dite extension n'est pas égale à gamma. C'est exactement ça. Ça, c'est la définition de la maximale consistance, en logique. D'accord, Et en fait, d'accord. Donc ça veut dire que tu ne peux pas. Donc c'est à dire que pour toi, on ne peut pas. Quand je prends un monde impossible, je peux pas l'étendre plus qu'il n'est déjà étendu, quoi, en termes de pro. Pour le cas des mondes impossibles, je crois que c'est un traitement différent. De toute façon, c'est pas traité dans le formalisme standard, je serais pas connaisseur de ce Là, je parle des sujet. mondes possibles. Hein, je sais pas si. Oui, non, mais là, je parle vraiment de mondes possibles. Ok, Pas ok. de mondes impossibles. C'est un traitement à part, ça, formellement. Du moins, dans la scientologie et même dans les autres formalismes. Mais du coup, donc là, alors pourquoi je t'ai introduisé tout ça? En fait, c'est pas compliqué, c'est juste parce que la def formelle, enfin, une des defs formelles qui est proposée, c'est celle-là. En fait, il se trouve que si on voulait traduire après le délire des mondes possibles et machin, en fait, dans le fond, ça exprime quoi? Ça exprime simplement la possibilité d'émettre des contrefactuels. D'ailleurs, si tu connais un peu la littérature sur la philosophie de la modalité, il se trouve que on n'emploie pas systématiquement le terme de monde. On peut parler aussi de contrefactuel précisément, de scénario aussi si l'on veut. C'est juste une manière de concevoir des cas où quelque chose n'a pas lieu, n'est pas le cas, etc. C'est juste ça. Donc en Ok, fait, d'accord. y a Et pas du une coup, tu voulais dire quoi par psychologie rapport au monde dehors. possible maintenant que les définitions sont clarifiées? T'as dit quoi, pardon? Du coup, tu voulais dire quoi par rapport au monde possible maintenant que les définitions sont clarifiées? Oui. Donc moi je voulais demander donc c'est quoi votre argument vous pour dire que tous les mondes possibles sont pas instanciés? C'est quoi déjà? Alors, quand tu dis instancié, tu veux dire que toutes les. Enfin, quand tu dis instancié déjà pour le monde possible, est-ce que tu veux dire que l'intersection de toutes les propositions qui font partie de ce monde possible sont vraies? Alors justement non. En fait, il se trouve que dans le cas de la sémantique du Kripke en tout cas, tes mondes possibles ils sont disjoints entre eux. Ce qui fait que concrètement, si tu considères un monde possible avec un ensemble de propositions données, c'est plus compliqué que ça. Mais en fait, grosso modo, ce qu'on devrait toujours dire, c'est qu'il y a au moins un sous-ensemble des deux mondes possibles qui est vide, dont l'intersection du moins est vide. C'est plutôt ça ce qu'on devrait dire. Donc alors tous les mondes possibles pour toi sont disjoints, on est d'accord? Alors oui, il faudrait concevoir comme ça. D'accord. Et si je prends un est-ce que je peux considérer donc ça veut dire que un sous-ensemble d'un monde possible, ça peut pas être un monde possible parce que sinon il serait pas disjoint. Alors le truc c'est que tu peux considérer que des sous-ensembles de mondes possibles forment des mondes possibles qui sont distincts d'un monde possible donné, ça sera simplement pas le même. Oh, mais ils seront pas Par disjoints contre- parce que ils sont inclus en fait. Et tu considères évidemment modulo, parce qu'évidemment, tu as des propositions qui sont nécessairement vraies, et donc là, ça serait valable pour tous les mondes possibles. Maintenant, l'idée, c'est que chacun de tes mondes possibles, c'est-à-dire que concrètement, pour essayer de préchoter un peu, l'idée, c'est évidemment pas de dire que tous les possibles sont instanciés en même temps dans un même monde, sinon effectivement, il devient inconsistant. Ça, c'est trivialement vrai. Enfin, c'est très facile. Ouais, non, mais ça, c'est sur ça qu'on est d'accord. Surtout, c'est pour ça que je te demande de clarifier instancier, parce que si tu me dis qu'ils sont valables dans le même monde, pour moi, ça veut rien dire, en fait. Ce dont je suis en train de te parler, c'est que tu as des contrefactuels qui existent indépendamment de notre monde. Ça veut dire, en bref, tout un tas d'autres mondes, si on peut le dire ainsi, qui existent indépendamment d'une autre, dans lesquels se réalisent tout un tas de... Alors attends, déjà, j'ai quelques questions par rapport à ce que tu me dis. Tu m'as dit qu'un monde possible, c'est un monde qui est consistant. C'est un ensemble consistant. Ça c'est débattu, mais généralement c'est la définition standard. Je sais que vous avez un truc sur le Donc monde ça veut dire impossible. que et tu m'as défini comment consistant. Tu m'as dit que je ne pouvais pas créer une extension de ce monde-là. Non, ça c'est maximalement consistant. mais- Alors ils sont pas tous maximalement consistants, on est d'accord. Alors si, tous les mondes possibles sont par définition. Ah d'accord, ils tous sont maximalement consistants. Oui. Par contre, D'accord. maximalement consistant. Par contre, la consistance, c'est la définition standard. Ça veut dire il n'existe pas de dérivation des propositions de ce monde possible vers P et non P. C'est juste Ok, ça, d'accord. Ouais, non, mais consistant. très bien sûr, bien sûr. Alors, maintenant, si tu me dis que l'extension de ce s'ils sont maximalement consistants, ça veut dire que je ne peux pas créer une extension de ce monde possible de telle sorte à ce que il soit pas égal aux 10 mondes possibles, en fait. Je pourrais pas faire ça. Ça. Ou alors, là, ce que tu fais, c'est que t'en définirais donc un nouveau. Ça veut dire que quand je prends un monde possible et que je décide de considérer une partie de ce monde possible, un sous-ensemble en fait, bah je pourrais pas le considérer comme monde possible parce qu'il serait pas maximalement consistant puisque son extension n'est pas égale à lui-même en fait. Mais ça, c'est pas, encore une fois, ça c'est pas problématique. C'est pas du tout problématique, ça. Alors, est-ce qu'on est d'accord que pour toi, une extension, quand je prends une extension d'un ensemble, c'est considérer un ensemble de telle sorte à ce que l'ensemble dont il est l'extension est inclus dans lui-même. Mais tout ensemble, quoi? Comment ça inclut? Ah, C'est-à-dire dans que lui-même. quand tu parles d'une extension, quand tu parles d'une extension d'un ensemble, tu es en train de parler d'un ensemble. Par exemple, si tu prends l'extension d'un ensemble A, tu es en train de parler d'un ensemble A' de telle sorte à ce que A est inclus dans A'.
Oui, non, mais ça, c'est pas, encore une fois, oui. C'est-à-dire Donc que, c'est ça une extension, on est bien d'accord. oui, une extension, c'est ce que je t'ai défini. Donc ça veut dire que si je prends un monde possible M, Ouais. je sais pas, je l'appelle M comme ça. Oui, non, mais on s'en fout, oui, vas-y. Voilà, on s'en fout. Je prends un monde possible M. Je ne peux, donc ça veut dire que si je prends un monde possible M et que je prends un sous-ensemble de M, je sais pas, moi je l'appelle M', Ouais. et ben M' ne peut pas être maximalement consistant parce que M' est inclus dans M en fait. Effectivement, en fait, ce qu'il faudrait dire, c'est que ton M' ici, il va correspondre à un autre ensemble qui, lui, va être très proche, va être... va Donc ça veut dire que les sera pas le sous-ensembles de mondes possibles, tu les appelles pas mondes possibles dans le sens où la définition c'est maximalement consistant. Ouais, en fait, si je t'introduis cette définition de maximale consistance, c'est notamment pour pouvoir en fait te dérouler un argument derrière, qui en fait, la maximale consistance en question, je t'ai fait sur les propositions pour que ce soit plus clair et simple, en vérité, elle porte plutôt sur des termes, elle porte plutôt sur des propositions, même pas sur des propositions, mais sur des termes du langage. Donc, Alors c'est quoi un terme du langage pour toi? Parce que moi je Syntaxiquement vois pas. Ouais, vas-y, syntaxiquement si tu veux. Ah bah c'est juste pour le coup, un terme du langage, c'est juste un objet syntaxique qui est qui soit une constante, soit qui est une fonction formée à partir des termes de constante, c'est juste ça. D'accord, ok. D'accord. C'est un symbole de constante d'une arité 0 ou supérieure à 0. Ok. Mais, Et du coup, vas-y, je te laisse poursuivre sur le instancier, parce qu'on était sur ça, il me semble. oui, en fait, donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est que les ensembles, qui sont les mondes possibles en l'occurrence ici, les contrefactuels, l'idée c'est que moi je soutiens la position de réalisme modal, à savoir que tous les mondes possibles sont réellement instanciés au sens que ils sont tous concrets, ils existent tous concrètement. Alors, mais justement, alors attends. Quand tu dis ils sont tous concrets, parce que c'est là où je pense qu'on va pas se comprendre, exister, tu entends quoi? Une existence extramentale? C'est-à-dire que tu entends que les phénomènes... Parce que, en fait, par exemple, si je prends une... Je ne considère pas l'idée existence extramentale. Ok, donc tu considères pas ça. Alors, je vais faire plus simplement dans ce cas-là. Est-ce que tu considères, quand tu dis qu'ils sont tous instanciés, que toutes les propositions incluses ou appartenant à cet ensemble sont vraies? Oui, c'est ça on peut le traduire comme ça. Pour clarifier, ce sera bien. D'accord. Alors, comment tu concilies, du coup, le fait que dans des mondes possibles, il y a des propositions qui sont mutuellement exclusives? Mais ça, c'est parce que ça, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que de la même manière que quand tu construis des contrefactuels, les contrefactuels, ils vont être de telle sorte que tu vas concevoir une proposition relativement au scénario du contrefactuel. Ouais. Tu vas te construire en termes plus rigoureux, tu vas te construire un modèle qui rend vrai ta proposition. Et après, tu vas considérer un autre modèle qui va infirmer cette même proposition. En fait, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que ta proposition, elle est pas valide. Tu dis simplement qu'elle est cohérente relativement à un modèle. C'est exactement ce dont il est question ici. Mais là, il n'y a pas de... Enfin, je vois pas en quoi c'est similaire ici. Là, moi, je te parle, par exemple, je sais pas, t'as un monde possible. Ah, alors, oui, toi, tu dis que plus... Ah, ok, alors peut-être que je pas compris. C'est que c'est évident, parce que dans un monde possible W1, on a une proposition phi qui est vérifiée dans un monde W2. Ah, d'accord. Mais ça veut dire que tu supposes, ça veut dire que tu pars du principe que, en fait, tous tes mondes possibles sont régis par un antécédent ou un scénario, si tu veux, si tel truc, de telle sorte à ce que toutes les propositions découlent. C'est bien ça. C'est-à-dire que toutes les propositions du monde possible sont des conséquents de l'antécédent qui régit le monde possible. De quoi alors, pour le coup, logiquement, ça ne veut rien dire. Alors, moi, en gros, ce que j'appelle conséquent, je pense que tu connais antécédent conséquent d'une proposition. Non, mais attends, là, pour le coup, il n'est pas question de ça. Attends, dans un système axiomatique quel qu'il soit, dans un ensemble quelconque, tu peux considérer des formules qui sont arbitrairement vraies. C'est pas ça le point que je voulais mentionner, c'est pas ça. C'est que toi tu me dis que c'est pareil à un scénario c'est pareil que des contrefactuels en gros. C'est pareil de dire voilà, ta proposition est vraie dans le cas de tel scénario. Donc ça veut dire que ta proposition là que t'es en train de prendre, t'es en train de la prendre comme conséquent d'un certain antécédent. C'est une implication en fait ce que t'es en train de faire. Pas nécessairement, mais alors c'est quoi si c'est pas une implication? En fait, Von Reich, je dis que là ça sert à rien ce que tu fais parce que je vais te donner une proposition qui est parfaitement tautologique et qui respecte parfaitement ton schéma, phi implique phi. Et c'est quoi le rapport avec ce que je viens de dire? Tu me parles d'un antécédent et d'un conséquent sur le plan formel. Tu me dis que je considère phi dans un ensemble ou dans un multi-ensemble quelconque, je peux considérer phi comme étant vrai dans un certain monde possible donné. Ça, c'est régi par la santé du Kripke, c'est à part et c'est à peu près le même traitement qu'en théorie des modèles. C'est-à-dire que je peux très bien me construire un modèle qui vérifie phi. C'est pour ça que je te dis que c'est exactement la même chose qu'un modèle. C'est que je peux très bien, indépendamment d'une quelconque implication, avoir phi vérifié dans un modèle alpha, je sais pas, s'en fout. Ouais, d'accord, ouais. Et effectivement, ça c'est une instance d'une règle valide qui me dit que j'ai phi implique phi et que j'ai phi donc j'ai phi. Bon, mais du coup, il faut bien que phi soit vrai. Donc en fait, ça revient à ce que je dis, c'est-à-dire que phi est vrai dans le modèle, c'est tout. Il y a pas besoin de considérer une quelconque. Alors ça veut dire quoi? Alors, tu me dis parce que en fait bon, j'ai pas ton exemple de phi là, tu me prends juste une tautologie pour me dire qu'en gros, il va être vrai dans plein de mondes possibles. Enfin non, c'est pas ça, mais t'as pas compris, c'est pas ça du tout.
Là, tu me dis, oui, il faut que telle proposition soit le résultat d'une implication. Non, j'ai pas dit ça. Moi, c'est pas exactement ce que j'ai dit en fait. Ce que j'ai dit, c'est que je te demande de concilier le fait que il y a des propositions contradictoires dans les mondes possibles. Toi, tu me dis c'est pas un problème parce que. Mais il y en a pas. Non mais attends. Ah d'accord, il y en a pas. Donc ça veut dire que. On a posé comme définition. J'ai pris celle-là. C'est pas la seule qui existe des mondes possibles. J'ai pris celle-là, c'est la définition de Platzinger, parce que précisément elle a l'avantage de poser d'emblée que les mondes possibles sont maximalement consistants. Il faut qu'ils soient consistants. Il n'y a pas de dérivation où tu as des contradictions dans les mondes possibles. Donc ça veut dire que, par exemple, il n'y a aucun. Donc si par exemple il y a un monde possible où il y a une proposition donnée, il n'y a aucun autre monde possible où il y a la négation de cette proposition. Mais non, mais Von Reich, mais je comprends pas. Tu considères un monde possible, tu considères un monde possible W. C'est un ensemble qui contient des formules. Mon ensemble, il est consistant si et seulement si j'ai pas une instance des occurrences de phi et non phi dans ce même ensemble. Par contre, je peux très bien avoir un monde WK différent de W1 dans lequel j'ai non phi mais j'ai pas phi. Pour autant, on va pas dire donc que les deux mondes possibles, on va dire qu'ils sont incompossibles l'un à l'autre si tu veux. Effectivement. Ça veut dire que si j'ai les propositions de WK qui sont dans W1 et réciproquement, il y aura un problème. Donc ça veut dire que tu es en train de me dire qu'il y a un monde possible dans lequel j'ai phi mais pas non phi. Et qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est ça, oui. Et il y a un autre monde possible dans lequel j'ai non phi mais pas phi. On est bien d'accord? C'est ça. D'accord, mais on t'est bien d'accord que si je le prends en l'état comme ça, il y a une contradiction. T'es obligé de mettre. Bah non. Alors attends, laisse-moi finir. Que si je finis pas, évidemment que tu vas dire bah non. On est bien d'accord que quand je prends, par exemple, monde possible W1, monde possible W2. Tu me dis monde possible W1, j'ai phi mais pas non phi. Monde possible W2, j'ai non phi mais pas phi. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'il y a bien une distinction entre W1 et W2 qui fait que j'ai pas la contradiction, parce que sinon j'ai phi et non phi en fait, tout simplement. Mais oui, donc quelle est l'idée ? D'accord. C'est quoi qui fait la distinction entre W1 et W2 de telle sorte à ce que j'ai de telle sorte à ce que je peux avoir, parce que c'est ce qui se passe en fait, phi et non phi, évidemment dans deux mondes différents. En fait, mais la différence, elle résulte simplement de l'axiome d'extensionnalité, c'est tout. Non mais détail, c'est rien de me dire des noms d'axiomes comme ça, il faut que tu m'expliques. J'ai simplement pas les mêmes éléments. C'est que, encore une fois, Van Reich, tu te poses un modèle, tu te donnes des mondes possibles qui vérifient ou qui infirment certaines formules. Moi, ce que je te dis, c'est que W1, W2, par exemple, ils existent en même temps. Ils existent évidemment un peu comme des multivers, si ça peut aider à comprendre. Ils existent pas sur le même plan, effectivement. Mais par contre, il y a aucune contradiction. Il y a aucune contradiction à avoir. S'il n'y a pas de contradiction, ça veut dire que, par exemple, quand je dis phi, c'est-à-dire que quand je dis phi dans W1 et quand je dis non phi dans W2, t'es bien d'accord, s'il n'y a pas de contradiction, c'est bien qu'en fait, phi dans W1 n'est pas la négation de non phi dans W2. T'es bien d'accord? Sinon, il y aurait contradiction. Non, pourquoi? C'est quoi ce raisonnement? Non, mais regarde, comprends ce que je suis en train de dire. T'es d'accord qu'il y a phi dans W1? Mais oui, on l'a posé, on le suppose, on suppose. Il y a phi dans W1 et il y a non phi dans W2. Oui. T'es d'accord que quand j'affirme phi dans W1 et quand j'affirme non phi dans W2, la première affirmation n'est pas la négation de la seconde. Si. Donc ça veut dire que tu es en train de me dire que quand je dis phi est dans W1, c'est la négation de non phi est dans W2. Ce que tu es en train de me dire. Mais c'est une instance de la négation. Oui, donc ça veut dire que tu admets qu'une proposition et sa négation peuvent être vraies. J'admets ça dans deux mondes possibles différents. D'accord, mais alors, si tu me dis dans deux mondes possibles différents, ça veut dire que c'est pas... Attends. Vas-y. Quand tu te construis des modèles, en mathématiques, quand tu te construis, je sais pas moi par exemple, un modèle qui te permet de construire une arithmétique non standard, ce modèle-là, quand tu vas dire que c'est vérifié dans ce modèle-là, naturellement, on a des modèles qui l'infirment, parce que ce n'est pas valide. C'est-à-dire que c'est pas une instance valide de preuve. Ce n'est qu'une instance cohérente. Elle est cohérente relativement à un modèle, relativement à un set d'axiomes. Ce que tu dis, c'est aussi pertinent que si je disais qu'étant donné un système d'axiomes et une dérivation donnée, je peux déduire phi. Dans une autre dérivation, je peux déduire non phi. Et puisque donc j'ai la négation de phi par non phi dans un autre système, j'ai une contradiction parce que en fait, je crois qu'on va pas être d'accord pour un point très simple, c'est qu'en fait, phi est dans W1, sa négation, c'est pas non phi est dans W2, en fait. La négation de phi est dans attends, laisse-moi finir. La négation de phi est dans W1, c'est non phi est dans W1. C'est pas non phi est dans W2. Sinon, c'est juste pas sa négation, en fait. Le sujet est très, en fait, si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je comprends pas tout, c'est simple. Quand on a une, alors, on va clarifier. C'est faux. On a phi qui appartient à W1. Là, c'est la négation de phi qui appartient à W2. C'est pas phi appartenant à W1, sa négation, c'est pas non phi appartient à W2. Il est pas question de ça du tout. Oui, mais quand je t'ai posé la question, tu m'as dit si.
Mais non, je te vois Ah bah si, la question que je t'ai posée, je la répète comme ça c'est clair, et tu vas pouvoir y répondre clairement. La question que j'ai posée, c'est la suivante. Est-ce que phi dans W1 a pour négation non phi dans W2? La réponse c'est non, on est bien d'accord. La question elle est spécifiquement ambiguë. Parce que quand tu raisonnes avec des ensembles, enfin, je pense que tu le sais. Bah, c'est appartenir à, enfin si c'est compliqué. Quand j'ai une proposition qui est dans un ensemble, quand tu me dis, est-ce que c'est la négation de cette proposition, c'est, par exemple, je sais pas, non phi dans W2, oui, effectivement, phi, si sa négation c'est non phi, et que précisément j'ai un modèle qui vérifie. Regarde, moi je reformule ma question, comme ça t'es d'accord, et comme ça il y aura pas d'ambiguïté dans la question. La question c'est la suivante. Est-ce que l'affirmation phi est dans W1 a pour négation non phi est dans W2? La réponse c'est non, on est bien d'accord. Pas nécessairement, non. Ah, la réponse c'est pas, donc la négation de phi est donc... rien qui... Donc, est-ce que c'est sa négation ou pas? Est-ce que c'est sa négation ou pas? C'est pas valide en tout cas, donc non, enfin, a priori. Donc c'est pas, est-ce que c'est sa négation? Est-ce que la négation de phi dans W1 c'est non phi dans W2, oui ou non? Non phi dans W2, bah non. Bah voilà, donc c'est pas sa négation. Tout à l'heure t'as dit le contraire. Bon, t'as dit que c'était ambigu, ok, je veux bien entendre. La question est ambiguë, j'y peux rien. Ouais, c'est pas si ambigu que ça de dire. C'est pas rigolo comme. Ok, si tu trouves ça ambigu, d'accord. Mais j'ai bien précisé W1 et W2, bon. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, si c'est ça, si c'est juste ça ton truc, la seule chose que tu es en train de me dire, enfin moi ça me pose, enfin le modèle que tu es en train de poser, c'est simplement de dire bah voilà, il y a des propositions vraies, simplement c'est sous des rapports différents. C'est sous des rapports différents et c'est quoi les, enfin une proposition et sa négation sont vraies, donc là en l'occurrence c'est phi non phi, sous des rapports différents. Le rapport c'est quoi? C'est le rapport, c'est le monde dans lequel ils sont, c'est W1 et W2. D'accord. Ouais. Maintenant que donc c'est le monde dans lequel ils sont. Donc ça veut dire que pour qu'il y ait, maintenant je vais te poser une autre question. Le rapport de distinction. Qu'est-ce qu'il y a? Faut encore dérouler l'argument, mais vas-y. Ah, tu voulais dérouler l'argument? Bah vas-y, tu veux dérouler l'argument. Non, je m'en fous. En fait, moi, ce que je voulais savoir déjà dans le premier abord, c'est quel est l'argument que vous aviez. Donc, manifestement, moi, je vais pas parler d'argument. Moi, je suis en train de suivre le cours de discussion. Tu m'as posé des questions, je rentre dans la discussion, c'est tout. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est pas ça. C'est que t'avais, je veux connaître un peu les positions que vous aviez là-dessus. Et en tout cas, bon, pour clarifier, c'est vraiment très clair. C'est vraiment pas compliqué. C'est-à-dire qu'on a bien, c'est le même traitement qu'un traitement ensembliste et je présente comme ça pour des questions de clarté. Parce que si vraiment rentrer dans la sémantique du cryptique, ça serait un peu long, chiant, pénible. Personne n'a envie de ça. C'est pour que ce soit vraiment clair au possible. D'ailleurs, même l'argument présenté, il est pareil en langage naturel pour que ce soit le plus clair possible. L'idée, c'est vraiment simple. C'est que on a des formules qui sont vérifiées dans des mondes possibles. Il y a des formules qui les infirment. Et si on passe en logique premier ordre, on aura des termes qui appartiendront à ces mondes possibles et d'autres et n'appartenant pas à d'autres mondes possibles. C'est le même traitement qu'un traitement ensembliste. Alors attends, maintenant j'ai une question par rapport à ta théorie sur les ensembles. Parce que si tu veux parler de théorie des ensembles, moi ça m'intéresse, justement, on va parler de ça. Vas-y. Mis à part les éléments, qu'est-ce qui distingue W1 et W2? Bah du coup rien. Bah là on en a une belle. Tu sais pourquoi? Parce que tu me dis quoi? Tu me dis que s'il n'y a pas une contradiction entre phi et non phi, c'est parce que phi est dans W1 et parce que non phi est dans W2. Mais tu me dis quoi? Tu me dis aussi que phi et non phi ne sont distincts. Donc, s'il n'y a pas de contradiction, c'est précisément parce que phi est dans W1 et précisément parce que non phi est dans W2. Mais tu me dis quoi? Tu me dis qu'en fait, il n'y a aucune distinction entre W1 et W2 si ce n'est les éléments. Ça veut dire que tu es obligé, pour qu'il n'y ait pas de contradiction, qu'il y ait des éléments dans W1 ou dans W2 qui font qu'il n'y a pas la contradiction, en fait. T'es bien d'accord? Quoi? Alors, du coup, bref, quand tu formules des règles dans des ensembles, de sorte, parce que là, quand tu construis ton ensemble de formules, vu qu'en plus ça tombe bien, on est en théorie des ensembles. On est en théorie des ensembles, donc ça veut dire qu'on est dans un langage du premier ordre qui est régi par le modèle qui comprend uniquement le connecteur appartenance. Il se trouve donc en conséquence, par le théorème de Tarski, qu'on a un métalangage qui précisément règle les cas de contradiction et pas de contradiction. Donc ça veut dire que les objets de la métathéorie sont pas dans la théorie. Donc en particulier, il n'existe pas d'éléments qui se trouvent dans les ensembles qui soient des objets de la métathéorie. Donc du coup, en fait, ce que je suis en train de t'expliquer, ce que tu dis. Non, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est qu'en fait, moi, comment je vois la contradiction? Moi, je vois une contradiction. C'est, mettons phi, c'est une proposition de type, je sais pas, une proposition catégorique qui serait A, je sais pas moi, A et X. A et X, et du coup non phi ce serait A n'est pas X. Ok. Donc si on a une proposition comme ça, t'es d'accord que la prise telle quelle, elles sont contradictoires. Pour qu'il n'y ait pas de contradiction, il faut qu'il y ait une distinction soit dans le prédicat, c'est-à-dire X, soit dans le sujet, c'est-à-dire A. C'est pas nécessaire ça. D'accord, c'est pas nécessaire. Donc ça veut dire que tu admets, ça veut dire que tu admets que là A et X et A n'est pas X, c'est pas forcément une contradiction.
Mais non, mais Von Reich, encore une fois, ça, ce que tu dis, c'est vrai dans le métalangage. Ce ne sont pas des objets de la théorie. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin à ce que il n'y a pas besoin à ce qu'il y ait des éléments qui miment ce que le métalangage commande au modèle que je donne qui construit la théorie des ensembles. J'ai pas besoin d'avoir ça dans mes ensembles mêmes. Ça veut dire que par l'extensionnalité, si j'ai mes éléments qui sont distincts les uns aux autres, hein, les règles qui me font dire que les deux éléments sont contradictoires sont définies dans le métalangage. Heureusement, parce que si ton truc était vrai et que je pouvais le généraliser, parce que là, après tout, je peux faire clairement une instance de pour tout intro et le généraliser pour absolument n'importe quelle théorie, ça reviendrait à dire que des objets, par exemple, qui seraient contradictoires en fonction des théories, seraient eux aussi contradictoires entre eux. Enfin, seraient contradictoires en soi. C'est-à-dire qu'on aurait les mêmes éléments. C'est-à-dire qu'on aurait un seul modèle. Ça contredit la non-catégoricité du premier ordre. Donc ça peut pas être le cas. Mais en fait, à chaque fois que je dis un truc, tu pars super loin et c'est pas forcément le point où je voulais venir. En fait, simplement, regarde, simplement. Là, je suis pas dans des trucs compliqués pour le moment. On est à un niveau assez simple. La chose que je veux te faire comprendre, c'est quand tu as A et X et que tu as A n'est pas X. Ok, juste une proposition comme ça, simple, d'accord. Tu me dis, là, a priori comme ça, t'es d'accord qu'il y a une contradiction. Alors non, parce que pour le coup, non. La contradiction, elle résulterait de si tu mettais un conjoint entre les deux, que tu dirais, mettons qu'on va simplifier, donc j'ai. Ok, mets un conjoint entre les deux. Mets un conjoint entre les deux. Ok, je mets un conjoint entre les deux. D'accord. Mais donc ça, c'est là où tu as une contradiction. Par contre, là, tu ne me dis rien du tout, parce que là, pour qu'une telle formule soit instancée comme ça, appelons cette formule psi, il faudrait que psi appartienne à un modèle. Or, psi n'a pas de modèle. Psi n'a pas de modèle par la définition. Attends 2 secondes. Par la définition des mondes possibles comme ensemble maximalement consistant, il n'y a aucun monde possible qui vérifie psi. En outre, puisque tu raisonnes dans un cadre ensembliste, pour que l'assertion puisse être construite par exemple sans conjoint, il faudrait donc que j'ai phi, non phi, qui appartiennent à 2 ensembles différents. Il se trouve que puisque par l'extensionnalité, ces ensembles sont bien différents, parce qu'ils contiennent pas les mêmes éléments, puisqu'on peut construire les ensembles de formules de sorte à ce que le monde W2 il contienne une instance de non, ce qu'on n'a pas le premier, parce que les ensembles de formules ça se construit comme ça en théorie d'ensemble, eh bien, puisque j'ai ça, j'applique l'extensionnalité, ce ne sont pas les mêmes ensembles. Et puisque toi tu me dis il faudrait qu'il y ait dans les ensembles mêmes des éléments qui permettraient de montrer qu'ils se distinguent, ça je réponds que non, parce que ça ce sont des objets de la métathéorie. Et que si tu avais des objets de la métathéorie dans la théorie ZF, ça serait inconsistant par le théorème de Tarski. Donc, attends. Donc, il n'y a pas de contradiction parce qu'il n'y a pas de et pour toi. De fait. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors, dans ce cas, s'il n'y a pas de et, il y a quoi comme relation entre les deux propositions? Quoi? S'il n'y a pas une intersection, il y a quoi entre les deux propositions? Ça veut dire quoi cette question? Je vois pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que s'il n'y a pas la conjonction entre A et X et A n'est pas X, il y a quoi en fait? Il y a une union? En l'occurrence, si les deux sont disjoints, donc ça serait un delta en l'occurrence, mais ouais. Mais donc ça veut dire que si t'as pas d'intersection, si t'as pas A X et c'est que moi je te repose la question maintenant. La proposition A et X et A n'est pas X, est-ce qu'elle est fausse? Cette assertion elle est fausse dans un modèle. D'accord. Cette assertion elle est fausse. Donc, est-ce que sa négation est vraie? Donc trivialement oui, mais du coup d'accord. Donc ça veut dire quoi? Qu'on a A et X, union A n'est pas X. Union, tu considères que c'est des ensembles ici. Hein. Oui, non mais c'est un delta, c'est-à-dire que c'est une union moins l'intersection. Oui. Mais du coup oui, c'est ce que oui, une union moins l'intersection, bien sûr. D'accord. Maintenant que je t'ai dit ça, et que tu m'as clarifié qu'il y avait effectivement A et X et A n'est pas X mais dans deux mondes différents. Voilà. Alors, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi qu'il y a A et X et A n'est pas X dans deux mondes différents en fait? Non mais attends, tu te rends bien compte que là, attends, l'axiome de l'union c'est quoi? L'axiome de l'union c'est étant donné 2 ensembles différents, je peux former à partir des éléments de mes ensembles un ensemble plus grand. Enfin un ensemble qui sera l'union de ce beau monde. Donc, et du coup là, qu'est-ce que ça dit? Ça dit simplement que j'ai 2 ensembles A, B, j'ai l'union des deux, moins leur intersection. C'est un objet de la théorie. C'est tout. C'est-à-dire que quand je voudrais, moi, vérifier que j'ai une proposition qui est vérifiée, par exemple, dans A, oui, elle va aussi être vérifiée dans C. Mécaniquement. Attends. Alors attends, on a convenu que il y avait, on a convenu que l'intersection était fausse. Donc si on a convenu que l'intersection était fausse, alors on a par la même occasion convenu que il y avait une des propositions qui était fausse. Parce que si l'intersection est fausse, c'est que l'une des deux propositions est fausse. Si on a conclu que l'une des si l'intersection est fausse, il y a une des deux intersectés qui sont fausses. Tu mélanges la théorie des ensembles avec du calcul, avec de la sémantique.
Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que non, mais c'est la même chose parce que la négation d'un Bah et, ça non. sera un ou de toute façon. Donc c'est pas. Non, je vois pas le problème. Là, je parle pas de ça. Je parle pas de ça. Je te dis que Bah, là, moi, tu je te parle de ça. tu parles d'ensemble. Tu parles d'ensemble, tu me dis que j'ai des éléments qui sont éléments d'ensemble. J'ai un élément, par exemple, on va l'appeler A pour un monde possible, mais quelconque, hein, on s'en fout. J'ai un élément qui est dedans. Bah, effectivement, par l'exemple de l'union, je peux former avec donc un ensemble qui sera disjoint de lui, un ensemble C, comme j'avais dit tout à l'heure. Mais donc j'aurai toujours trivialement que mes éléments appartiendront, mettons que mes éléments qui appartiennent à A, ils vont appartenir mécaniquement à C, puisque en particulier ils appartiennent à A. Mais ça ne me dit rien du tout, à savoir si les propositions qui sont vérifiées dedans sont vraies dans C ou non, puisque ça c'est syntaxiquement invalide, ça ne veut rien dire. On parle d'ensemble. Ah non, mais attends. Moi là pour le moment je te parle pas de tes ensembles, là, tes mondes impossibles. Là je te parle juste d'une proposition basique. Une proposition basique. Là on n'est pas. Tu parles d'ensemble de propositions. Tu parles d'union. Non, là je te parlais d'union entre deux propositions. Si tu considères que les propositions sont on peut considérer comme des singletons si tu veux. Mais si tu veux, t'as pas envie de parler d'union, parle de ou si tu veux, ou parle de et, parle d'un si tu veux, t'as pas envie. D'accord. Donc t'es d'accord que parce que c'est toi qui as parlé d'intersection. Quand je t'ai dit A et X et A n'est pas X, t'as dit parler d'intersection. Moi, parce que tu parlais d'ensemble au début, c'est pour ça que j'ai fait là-dessus, parce que c'est ensemble de. Oui, mais de toute façon, c'est pas bien différent. Tu peux les considérer comme des événements et ça sera des ensembles aussi. Enfin, c'est pas bien différent. Oui, mais c'est ce que je te dis. C'est pour ça que. Ok. Mais si tu veux, on va les prendre comme on va pas les prendre, on va pas utiliser un vocabulaire ensemble. Si tu veux, quand je prends A et X et A n'est pas X, toi tu me dis, et tu conviens avec moi que l'intersection, que l'intersection du coup le et est faux, hein, parce que le et est faux. Le et est faux pour tout modèle. Voilà, le et est faux pour tout modèle. Très bien. Si le et est faux pour tout modèle, ça veut dire que le ou est vrai, parce que c'est la négation. Oui, ça veut dire que dans le cas classique, oui, vas-y. Voilà. En cadre classique, c'est bon. Le ou est vérifié pour tout modèle. Ça veut dire effectivement que pour tout monde possible, pour tout monde possible, oui. Tu m'entends toujours, hein? Oui, là je t'entends. Alors attends. Du coup, je voulais reprendre. Ce que je te disais maintenant, c'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire que fondamentalement, je ne peux pas avoir A et X et A n'est pas X vrai. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois avoir A et X ou A n'est pas X. Après si t'es d'accord, attends. Là pour le moment, j'ai même pas parlé des mondes possibles. Là pour le moment, je te parle juste d'une proposition simple. Plus exactement, je vais l'avoir dans un modèle. Les deux sont parfaitement. Les deux sont cohérentes. Attends, j'ai pas terminé. Une fois qu'on a dit ça, pour le moment on est juste sur les propositions. Là je parle pas de tes mondes possibles encore, je parle pas de W1, W2. Si tu veux, mais là pour le moment je parle juste des propositions. Après tu parleras de modèles si tu veux. Mais pour le moment, moi j'ai A et X, A n'est pas X. Tu me dis que je peux pas avoir la conjonction entre les deux, bah logiquement, très bien. Donc ça veut dire que je dois avoir l'une est vraie ou l'une est fausse. Sauf si tu rejettes tiers exclus, je pense pas que ça soit le cas, enfin peu importe. Une fois que tu me dis ça, attends, on va y venir. Une fois que tu me dis ça, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire que oui, mais ça c'est dans un modèle. Ça veut dire que c'est dans un modèle. Tu peux pas avoir A est vrai et A et X et A n'est pas X dans le même modèle. C'est ça que tu vas me dire, on est d'accord? D'accord. Donc il faut que ça soit dans un modèle différent. Maintenant, pourquoi? Ce que tu as fait en fait ici, c'est que moi je le vois comme ça, ce que tu as fait c'est qu'en fait tu transformes la proposition A et X en A et X dans un modèle. Tu précises ton modèle W1 ou je sais pas comment tu les appelles, peu importe. Non, et A n'est pas X dans un autre modèle. La proposition. Alors attention, tu transformes, en fait, ce que tu fais, c'est que tu transformes la proposition que je t'ai donnée, moi. C'est-à-dire que tu changes A et X en A et X dans un modèle donné. Et A n'est pas X dans un modèle donné. C'est bien ce que tu fais. Non, parce qu'encore une fois, ça, ce sont des objets que tu manipules là, c'est des objets de la métathéorie. Heureusement, encore une fois. Parce que sinon, on se trouvait dans un cas un peu compliqué. En fait, on ne parlerait jamais de la même chose. Encore une fois, je reprends des exemples de construction de l'arithmétique différentes. Oui, effectivement, il sera trivialement vrai que je peux pas avoir, je sais pas moi, l'arithmétique de Peano et l'arithmétique non standard en R. Est-ce que tu es d'accord pour dire que tu as transformé mes propositions? Oui ou non? Non, je sais pas ce que ça veut dire là ta phrase. Ce que je suis en train de te dire, c'est pas très compliqué. En fait, ce que tu es en train de te dire, c'est que moi je t'ai donné A et X et toi tu m'as dit non, A et X dans W1. C'est ce que tu as fait, non? AX dans W1, mais ça, mais l'appartenance entre les deux. Non mais attends, c'est une appartenance ensembliste de base, c'est-à-dire que c'est pas un prédicat qui s'ajoute comme ça à la chose. Hein. D'accord, mais peu importe. Je veux dire, oui, d'accord, c'est une appartenance ensembliste, mais on est bien d'accord que t'as changé. Attends, on est bien d'accord que t'as si tu veux, il faut que tu comprennes une chose. On est bien d'accord que quand je te dis A et X, toi tu conçois ça dans A et X dans W1 ou dans W2 ou dans WN, peu importe. Ça, Von Reich, c'est la définition basique en sémantique d'une formule. Et tant mieux que c'est la définition basique. C'est précisément ce que je voulais en fait. D'accord. Maintenant, quand je te pose la question, où tu retires, c'est-à-dire que tu prends la proposition uniquement en elle-même, c'est-à-dire que tu prends pas, tu rajoutes pas au prédicat dans un modèle W1, tu prends juste la proposition. On peut pas construire ça. Attends. Tu prends juste la proposition A et X
et tu ne précises pas dans le prédicat dans W1 ou dans W2 ou que sais-je. Ça veut rien dire. D'accord. Pourquoi ça veut rien dire? Mais c'est faux. Mais en fait, pour le coup, parce Pourquoi que ça veut là, rien dire? On considère des modèles. On considère des modèles. C'est quoi un modèle? Vas-y, rentre dans les définitions. C'est quoi un modèle? Ah, on peut préciser ce qu'est un modèle. Bon, c'est très simple. Un modèle, c'est une interprétation qui vérifie, qui rend vrai ou fausse des assertions. Un modèle, ok, je vais faire un truc vraiment pédagogique. Une assertion que tu viens de donner, c'est une formule atomique du premier ordre, à savoir un truc qui est de la forme P de X quelque chose. P de X, voilà. Bon, X vérifie un prédicat donné, d'accord. Ça, c'est une opération syntaxique. Il faut après que tu donnes du sens au prédicat que tu vas manipuler. Pour donner du sens, il va falloir que tu construises un modèle qui va vérifier ou qui va infirmer ta proposition. Il se trouve que puisque P de X n'est pas une assertion qui est une tautologie, puisque je peux toujours trouver un modèle qui la falsifie, c'est-à-dire une assertion un modèle dans lequel on a une formule qui contredit P de X. Attends, un modèle, tu as dit que c'était une façon d'interpréter. C'est une interprétation, un modèle. Une interprétation, c'est une interprétation sur une signature. D'accord, donc ça peut être n'importe quoi. Une interprétation, oui, elle est quelconque. D'accord. Mais une tautologie, pour toi, elle peut pas être falsifiée. Une tautologie, par définition, une tautologie, c'est quelque chose qui est vrai dans tout modèle. D'accord, mais alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est bien d'accord. Précision, en fonction du modèle d'inférence utilisé, évidemment. Non, mais attends, on est bien d'accord dans ce cas-là que quand tu parles de modèle, tu es en train de parler d'un truc que tu considères déjà comme viable en fait. Parce que si moi je peux facilement te créer un modèle complètement incohérent, tout ce que tu veux, qui va toujours, qui peut falsifier la tautologie en fait. Ah bah alors justement, Von Reich, qu'est-ce que je viens de dire à l'instant? Un modèle, ça se construit via des règles d'inférence. Ça veut dire, Von Reich, que quand tu vas raisonner par exemple avec, je sais pas moi, une sémantique qui estime que le modus tollens c'est une tautologie, ça c'est modulo tes règles d'inférence qui te permettent d'avoir un modus tollens. D'accord. C'est quoi les règles d'inférence qui sont exigibles pour un modèle? Mais putain, Von Reich, le modèle, justement, le modèle, il va te rendre vrai certaines assertions, c'est tout ce qu'il fait. Il va utiliser les définitions qu'on utilise, les définitions de Tarski de préservation de la vérité, c'est tout ce que ça va faire. Non mais d'accord, mais alors tu as dit. Elle change. C'est-à-dire que tu prends par exemple, je sais pas, un modèle intuitionniste va te falsifier le terme exclu. C'est pas problématique. Ce que je te dis, moi, simplement, c'est pas compliqué, c'est que un modèle, quand tu as des assertions, en l'occurrence, qui sont atomiques, comme P de X ou ce que tu veux, P de X, P de T, P de X1 jusqu'à Xn, ça, c'est falsifiable. Je peux construire un modèle qui permet de l'infirmer, comme j'ai un modèle qui le confirme, qui le vérifie. On est bien d'accord, que si tu ne mets pas des règles précises pour la construction du modèle, tu peux toujours tout falsifier. On est bien d'accord. Donc moi, je te pose la question, c'est quoi les règles précises que tu mets pour la construction d'un modèle? On va raisonner en logique minimale, comme ça va être le plus clair possible. D'accord. Moi, ce que j'entends par logique minimale, c'est tiers exclu, identité, non-contradiction. Alors, après, du coup, pas vraiment. D'accord. Bah alors, juste non-contradiction ou juste identité alors? Alors non, du coup, c'est plutôt les règles qu'on utilise, c'est intro. Alors quand à chaque fois c'est intro et lim, hein, d'accord. Intro, alors je veux dire le et, le ou, donc intro, lim et ou, hein. Implication, instantiation universelle et la négation. C'est le truc qu'on prend. D'accord. Les mondes possibles, c'est pas des modèles. Les mondes possibles, ce sont si vraiment vous voulez rentrer dans le détail de la sémantique des mondes possibles, manifestement, vu que la notion de modèle n'a pas l'air d'être plus ça va pas être très utile de rentrer directement dedans. Parce que l'un dans l'autre, en fait, justement, moi, ce que je voulais à la base, c'était présenter... Alors, quand tu parles de A et X, quand on prenait la proposition A et X, tu parlais dans un modèle ou tu parlais dans un monde possible? Parce qu'à un moment, on parlait des mondes possibles, mais ensuite, on parle de modèle. Je dis que par contre, je te disais simplement que tout ton point initial, qui consistait à dire que là, je pouvais limite avoir des propositions en soi prises en elles-mêmes qui menaient des contradictions, et encore parfois même sans conjoint, manifestement. Ça, c'était juste absurde. Enfin, non, mais quand je parlais de ça, quand je parlais pris en elle-même, je parlais relativement au monde possible et au monde possible que tu considérais les W. Je parlais pas indépendamment de règles de logique, en fait. C'est pas ça dont je parlais, en fait. Mais en fait, tu peux simplifier pour le coup. Tu peux les considérer comme étant tout à fait analogues. En vérité, les modèles, généralement, ils sont régis par des axiomes en plus qu'on appelle les règles d'accessibilité. Mais moi, il se trouve que j'ai pas besoin de ça pour faire tourner l'argument en question. En fait, ça va juste alourdir la conversation inutilement. Alors je vais préciser si tu as besoin que je précise un modèle. OK, maintenant tu prends un modèle où moi j'ai comme règle simplement PNC identité tiers exclu. Vas-y, moi je pose ça comme règle dans mon modèle parce que tu m'as dit que il suffit une manière d'interpréter les propositions, très bien. Je pose ça comme règle dans un modèle. Très bien. Ensuite, je prends la proposition A et X. Donc tu as mon modèle et tu as le modèle que j'ai précisé. D'accord? Quand je prends la proposition A et X maintenant qu'on a clarifié ça. Quand je prends la proposition A et X et que je prends la proposition A et non X, on est d'accord qu'on peut pas avoir l'intersection entre les deux. On a déjà clarifié ça, on s'est déjà mis d'accord là-dessus. Bon, oui. D'accord. Une fois qu'on a dit ça, maintenant moi je te pose la question. T'es d'accord pour dire que si je les prends en elles-mêmes,
Je peux pas avoir d'intersection, on a déjà clarifié. Maintenant, ça veut dire quoi maintenant, toi, quand tu me dis que tu peux avoir A et X dans W1, qui est un monde possible, là on parle pas de modèle, on parle d'un monde possible, et A n'est pas X dans W2, qui est aussi un monde possible. D'accord, ça veut dire quoi ici, si ce n'est une intersection? C'est pas une intersection, puisque les deux sont différents, c'est des ensembles, on l'a dit tout à l'heure. Ça va d'accord. Donc s'il n'y a pas d'intersection, soit tu dis il n'y a pas d'intersection, soit tu dis les propositions sont pas les mêmes, les propositions considérées sont pas les mêmes. C'est quoi que tu dis? Est-ce qu'il y a intersection, attends, laisse-moi finir. Est-ce qu'il y a intersection entre A et X et A n'est pas X, ou est-ce que plutôt, attends, laisse-moi finir, ou est-ce que plutôt A et X et A n'est pas X, c'est plutôt A dans W1 et X et A dans W2 n'est pas X. Et là, tu t'emmêles les pinceaux, parce que les deux propositions ne sont trivialement pas les mêmes, elles sont pas syntaxiquement identiques. Et les deux sont construites par, les deux sont construites par récurrence. Donc ça veut dire, voilà, il suffisait de répondre à ma question. Non, mais Von Reich, en fait, mais juste pour dire, c'est simple comme bonjour, ce que je te dis. C'est que tu considères une proposition phi, et que tu vas te poser la question de savoir si elle est vérifiée ou qu'elle est infirmée dans un modèle, ou dans un monde possible, en l'occurrence ici, pour simplifier, c'est à peu près le même traitement dans l'autre, mais... Donc c'est bien ce que je dis, ce que tu es en train de faire. Ce que tu es en train de faire, c'est que tu transformes la proposition et tu es en train de dire A est X dans W1 et tu es en train de dire A n'est pas X dans W2. Et c'est comme ça que tu dis il n'y a pas de contradiction. Mais oui, mais quoi? Mais non, justement, quand tu considères une formule phi quelconque et que tu vas considérer non phi, oui, phi c'est pas non phi. Phi n'est pas identique à non phi. Heureusement que phi n'est pas identique. J'ai pas dit ça, j'ai pas du tout. Je sais pas pourquoi là tu parles tout seul. Quand je considère une proposition, si tu veux pas avoir non phi parce que ça te perturbe, on met psi à la place. Si j'ai phi qui est vrai dans W1 et que j'ai psi qui est vrai dans W2, non, il y a toujours besoin de non-phi. Ah, mais attends, là, je sais pas pourquoi t'es en train de partir dans tous les sens. Mon truc est pas très compliqué. Je comprends pas ce que tu me dis, en fait. Non, mais, il faut peut-être comprendre. Regarde. Moi, t'as pris ta proposition phi, non, on a toujours besoin de non-phi. On va prendre non-phi dans W2 et phi dans W1. D'accord, ça, on l'a pris maintenant. Maintenant, toi, tu me dis, on est d'accord, et tu as convenu avec moi qu'il n'y avait pas d'intersection entre phi et non-phi. On avait convenu ça. Il n'y a pas d'intersection. Et donc? D'accord. Et donc, quand je te pose la question maintenant, qu'est-ce que ça signifie le fait qu'il y ait phi dans W1 et, entre guillemets, non phi dans W2? Qu'est-ce que ça signifie si ce n'est une intersection ici? Mais c'est pas une intersection. D'accord. Donc c'est quoi si c'est pas une intersection? Von Reich. Si j'ai une intersection, mettons, prenons deux mondes possibles pour que ça soit encore plus clair, tels que les seules propositions qui sont vérifiées. Non, mais je veux pas d'exemple, je veux que tu répondes à ma question. Oui, mais justement, là, parce que là, c'est ridicule. On va prendre W1, tel que dans W1, on a uniquement phi qui est vérifié. La seule proposition qu'il y a dedans, c'est phi. Considérons maintenant W2 tel que ce soit non phi. D'accord, ce que tu me dis en gros, c'est que si j'ai non phi qui est vérifié dans W2, ce qui est parfaitement constructible, parce que phi, on va supposer qu'il est atomique ici, eh bien, ça reviendrait à dire que si non phi est vérifié dans W2, alors j'ai que W1 inter W2 est non vide. C'est exactement le raisonnement. Là, tu vois, t'es encore parti, dans un truc qui est pas du tout ma question, en fait. Je sais pas pourquoi je crois dans ce cas, apprends à clarifier, parce que là, pour le coup, formellement, ce sont D'accord. Bah, apprends à comprendre, du coup. Parce que, en fait, c'est pas très compliqué. Moi, quand je te pose la question, simplement, c'est est-ce qu'il y a une intersection? Oui ou non? Il suffit de me répondre. Pas compliqué. Il y en a une ou pas? Non, mais ça, j'ai déjà répondu. Le truc, c'est que là, tu tiens n'importe quoi. Est-ce qu'il y en a une ou pas? Tu as dit non. Je t'ai déjà répondu à ça. Mais le truc, c'est que tu tiens n'importe quoi. C'est quoi la réponse, du coup? Bah c'est non, effectivement. D'accord, c'est non. Effectivement, entre phi et non phi, il n'y a pas d'intersection, il n'y a pas de modèle. Donc, attends. Mais donc phi est vérifié. L'intersection phi et non phi, t'es d'accord, c'est phi vrai et non phi vrai. C'est ça l'intersection, en fait. Ah, oui, c'est ça. D'accord, si c'est ça l'intersection. Toi, tu me dis pourtant, ce que tu es en train de me dire, tu es en train de me dire phi vrai. Ce n'est pas ça, Von Reich. C'est là-dessus, en fait, mais j'ai compris, en fait, pourquoi tu comprends rien à ce que je dis. Et t'es en train de dire, attends, ce sont les mondes possibles qui rendent vraies des formules Von Reich. Ce sont les mondes possibles qui les rendent vraies, les formules Von Reich. Puisque précisément, d'accord. Mais les mondes possibles, c'est rien d'autre que leurs éléments, Fantasy. C'est pas toi qui l'as dit, non? Attends, détail. Parce que justement, tes mondes possibles, ils sont non, t'as dit qu'il y avait aucune distinction entre les mondes possibles si ce n'est par leurs éléments. Non, ils sont construits de telle sorte à ce qu'ils vérifient et à ce qu'ils falsifient des formules. Et il se trouve, Von Reich, que donc, si W1 est disjoint de W2, d'accord, ça revient simplement à dire que on a. Mais qu'est-ce qui falsifie des formules? T'as dit que ton monde, il n'y a pas de différence entre les mondes possibles si ce n'est par leurs éléments. Ça veut dire que c'est les éléments qui falsifient, c'est des autres propositions dans ce cas-là. Mais attends, Von Reich, moi, tu sais comment sont construits les mondes possibles quand même. Tu as défini toi-même les mondes possibles, j'ai pas besoin de t'expliquer, c'est toi-même qui les as définis au début et tu m'as dit que les mondes possibles, ils étaient maximalement consistants, c'est toi qui l'as dit, et tu as dit aussi que les mondes possibles, quand je t'ai posé la question, est-ce qu'il y a une distinction entre les mondes possibles autres que par leurs éléments, tu as répondu non. C'est bien ce que tu as dit. Ça veut dire que quand tu considères un truc de la forme phi, en fait, ce que tu aimerais bien vouloir dire, heureusement qu'aucun système de logique ne permet ça. Ce que toi t'aimerais bien vouloir dire, c'est que
si on a phi qui est vérifié dans un monde possible W1, non phi qui est vérifié dans un monde possible W2, et dans ce cas-là, ça veut dire que l'intersection n'est pas vérifiée. Mais donc, si l'intersection n'est pas vérifiée, selon toi, ça implique une contradiction parce que ça reviendrait à dire que, on sait pas trop comment, mais les deux devraient donc, puisque les deux sont instanciés dans des mondes possibles après là, c'est bon de dernier. Là, t'as inventé ce que j'ai dit. J'ai pas 10 ans. Que les deux seraient vrais, mais les deux sont vrais, oui, dans des modèles différents. Mais par contre, quand tu dis qu'il n'y a pas d'intersection, tout ce que ça veut dire, c'est que les éléments qui sont dans W1 ne sont pas dans W2, donc ce qui est vérifié dans W1 ne l'est pas dans W2, ce qui n'est pas vérifié dans W2 n'est pas dans W1. C'est vérifié dans W2 n'est pas dans W1. C'est tout ce que ça dit. D'accord. Mais si, regarde, tu vois, si tu avais compris ce que j'ai dit juste 10 minutes avant, t'aurais compris. Je t'ai donc dit, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il n'y a pas intersection entre phi et non phi, mais il y a en fait intersection entre deux propositions distinctes, c'est-à-dire phi dans W1 et phi, et non phi plutôt, dans W2. C'est là où il y a l'intersection, oui ou non? Ça ne veut rien dire. D'accord, ça ne veut rien dire. Donc une intersection, ça veut rien dire. Dans la théorie des ensembles, ce que tu me dis, c'est non défini. Et je m'en fiche que ça veut rien dire. Je te pose la question, est-ce qu'il y a une intersection ou pas? Non, parce que là, non, mais attends, là, ce que tu me dis, c'est n'importe quoi, parce que là, phi dans W1. D'accord. Attends, il faut parler peut-être en langage plus simple. Est-ce que on peut dire vrai, phi dans W1 vrai? Attends, est-ce que je peux dire phi dans W1 vrai et non phi dans W2 vrai? Est-ce que je peux dire ça? Trivialement, en l'occurrence, phi est vérifié dans W1. Est-ce que je peux dire ça, oui ou non? Je te parle en langage formel. Est-ce que je peux dire ça? Je m'en fiche de ton langage formel, je suis en train de te parler avec le langage que je te définis. Est-ce que je peux dire ça? Je vais te répondre non, parce que tant que tu n'es pas rigoureux dans l'expression, c'est non. D'accord. Donc selon toi, Fantasy, je ne peux pas dire phi est dans W1 et phi est dans W2 vrai. Je peux pas dire ça. Parce que cette assertion est mal définie. Donc moi je te dis d'accord. Donc je ne peux pas dire ça. Non, tu as dit non tout à l'heure. Donc je peux pas dire ça. Donc ça veut dire qu'en fait, phi, soit il y a phi qui est pas dans W1, soit il y a non phi qui est pas dans W2. Et t'as dit le contraire tout à l'heure. Von Reich, là ce que je te dis, c'est que là, manifestement, ce n'est pas clair, même dans ton esprit, parce que tu me parles de phi 1, phi vérifié, phi appartenant à W1 vrai, ce qui ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Je peux pas faire une proposition avec phi appartient à W1. Je peux pas faire ça. Tu peux le faire, par contre le problème c'est que ce qui précisément... Est-ce que c'est une proposition ou pas? Ce qui définit la valeur de vérité, ici, de phi, puisqu'on raisonne dans la logique de Kripke, c'est précisément W1. Donc quand tu dis vrai, en fait ce que tu dis c'est que phi est vérifié et vérifié. Ah mais moi j'ai pas... Attention, moi j'ai pas dit vrai. Moi j'ai pas dit vrai dans W1. J'ai pas dit vrai dans W1. C'est toi qui supposes. Non. Il a dit il est vrai. Elle est vraie, ça ne veut rien dire parce que c'est vrai dans un modèle. D'accord. Donc est-ce qu'il y a une notion de vrai indépendamment de W1 et W2, oui ou non? La réponse est non. D'accord. Ça veut dire quoi vrai? Ça veut dire quoi vrai, Fantasy? Vrai relativement à un modèle ou alors transmodèle. Ça veut dire quand tu as des propositions qui sont vérifiées pour un ensemble de modèles donnés. Ça existe, c'est les tautologies par exemple. D'accord. Donc en fait, ça veut dire que la proposition, ça veut dire attention. Ça veut dire que la proposition Fantasy phi appartient à W1 n'a pas de valeur de vérité. Elle a une valeur de vérité dans W1. D'accord. Elle a une valeur de vérité dans W1. C'est-à-dire qu'elle est vérifiée, cette assertion, elle est vérifiée, quand on parle en langage plus rigoureux, cette proposition, elle est vérifiée dans des modèles donnés. La proposition, elle a une valeur de vérité, si oui ou non, on a phi qui appartient à W1 ou pas. D'accord? Donc vrai. Pourquoi tu m'as dit que c'était mal défini tout à l'heure dans ce cas-là? Comment? Donc c'est vrai. Pourquoi tu m'as dit c'est mal défini dans ce cas-là? Non mais du coup, Von Reich, si c'est vrai, tout ce que j'ai le droit d'inférer, c'est que phi est vrai dans W1, l'intersection avec non phi vrai dans W2, elle est vide, précisément parce que on n'a pas de cas où on n'a pas de tiers modèle dans lequel ce qui est vrai dans W1 le serait aussi dans W2 et réciproquement. Et c'est tout ce que ça dit. Et ça, en fait, je te prierai d'observer Von Reich, que ça, c'est le même traitement logique que ce qu'on fait dans des modèles. Donc, en fait, depuis le début, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que quand tu es en train de dire, ouais, je suis réaliste modèle, ouais, tous les mondes sont instanciés. Mais après, je vais te faire un argument, après, tu te je suis en train de clarifier, les trucs où vous avez, manifestement, qui n'étaient pas clairs. Qui n'étaient pas clairs du tout même. Regarde. Donc, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est simplement, quand tu es en train de dire que dans tous les mondes possibles, les choses sont instanciées, les propositions sont instanciées, t'es en train de dire quoi? Enfin, c'est pas exactement ce que t'as dit. Non, t'as dit un truc, tous les mondes possibles sont instanciés. C'est plutôt ça que t'as dit. Ce que je dis plus exactement, c'est que toutes les formules sont vérifiées dans au moins un monde possible quand elles sont pas contradictoires. Si vraiment on devait traduire rigoureusement, ça serait plutôt cela. Et après, je te fais l'argument si tu veux. Donc ça veut dire quoi? Une formule est vérifiée dans un monde possible? Ça veut dire qu'en l'occurrence, elle est vraie dans ce monde possible. Mais oui, mais en fait, putain, Von Reich. Donc toutes les formules, attends, on va prendre ce que t'as dit. Donc toutes les formules sont vraies dans un monde possible. C'est bien ça? Sont vraies? Oui, quand elles sont cohérentes. Mais d'accord. Donc la seule chose que tu es en train de nous expliquer depuis le début, c'est en train de dire, je peux prendre n'importe quelle formule qui est cohérente et elle sera possiblement vraie.
Non, elle sera Vrai dans un monde possible, si tu Elle préfères. sera vraie, Mais, l'interprétation ok, d'accord, d'accord, tout le Mais monde. ça, c'est ce qu'on va ok. prouver. Non, mais attends. C'est bien, Von Reich, t'as réussi à comprendre les termes du sujet, c'est bien. Maintenant, il est question d'avancer. Ouais, mais et de montrer que le l'interprétation sujet, des il éléments fait possibles, elle 1 est minute, 2 minutes, réaliste. il se passe rien en fait. Mais vas-y, Non, mais vas-y. justement, Si c'est ça, l'intérêt, c'est qu'à la instancié. fin, on arrive à la conclusion que les mondes possibles, ils existent concrètement comme notre monde à nous. Mais ça veut dire quoi exister concrètement? Ce que ça revient à dire, en gros, c'est que tu prends, là, c'est un terme qui est non logique, c'est un terme qui est extra-formel. Oui, si oui, tu veux. vas-y, vas-y. Ce que ça revient simplement à dire qu'il y a des objets qui existent, si tu veux, extramentalement, pour reprendre votre terminologie, qui en outre a quelques défauts. Reprendre ça, elles existeraient extramentalement, aussi concrètement que notre monde. C'est ça, en fait, pour simplifier. Parce que manifestement, c'est trop compliqué depuis tout à l'heure. Pour simplifier. Donc ça veut dire que phi, par exemple, si phi est une proposition du type A existe extramentalement, et que non phi est une proposition du type A n'existe pas extramentalement, toi, ce que tu es en train de dire, c'est que ces deux propositions sont instanciées. Ce que je vais plus exactement dire... Donc ça veut dire que extramentalement, A existe et A n'existe pas. Non, ce que ça revient à dire, c'est que A existera dans un monde possible donné, et que A existera dans la tête d'un individu. Mais le monde possible n'est rien d'autre que la liste de ces éléments selon toi-même. Oui, mais du coup, ça tombe très bien, parce que quand tu considères un ensemble A donné, enfin, quand tu considères un monde possible donné avec des éléments, et que tu vas considérer, par exemple, là, ton objet, c'est quoi? Là, c'est juste même pas un objet. Tu vas considérer un prédicat, comme par exemple P de T, par exemple, exister extramentalement, puisque ça va être un prédicat, puisqu'on sépare les deux. Et je vais considérer R de T, à savoir exister intramentalement, bah, ça fait effectivement des objets qui sont pas les mêmes, parce que par la loi de Leibniz, effectivement, ce sont pas les mêmes objets, puisque effectivement, s'ils auraient été identiques, ils auraient exactement les mêmes éléments. Attends. Le A qui n'existe pas extramentalement, là. Donc, on a bien un A qui n'existe pas extramentalement. Et tu me dis, dans un monde possible. Von Reich, t'as un prédicat qui n'est pas le même entre les deux. Puisque manifestement, on a existé. D'accord, le prédicat, c'est dans un, oui, non, mais d'accord, le prédicat, c'est dans un monde possible. D'accord, très bien. Mais en fait, le monde possible, il existe extramentalement ou pas? Non, t'as pas compris, là. T'as pas compris ce que je disais. On a un objet, mettons T, qui vérifie exister intramentalement. On a un objet, ensuite RT, exister extramentalement. Ensuite, je précise les mondes possibles dans lesquels ça c'est vérifié ou pas vérifié, l'un des deux. Donc ça, effectivement, ça va pas mener de contradiction, hein. Parce que du coup, effectivement, c'est pas les mêmes objets par la loi Leibniz. C'est-à-dire qu'on aura effectivement les objets qui sont pas égaux, ils sont pas les mêmes prédicats. Bon, jusque-là, tout va bien. Donc, non, on va pas pouvoir construire de contradiction avec ça. Mais donc ça, on va le montrer, hein. Le but, c'est qu'on arrive à là. Mais déjà, est-ce que c'est plus clair, le début? Ce que c'est qu'un modèle, ce que c'est qu'un monde possible, ce que c'est que tout ça, et arrêter désespérément de m'invoquer du métalangage dans le langage objet. Là, c'est pas plus clair du tout parce que, en fait, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que tu es en train de me dire que de n'importe quelle proposition, tu es capable de trouver un monde possible de telle sorte à ce que la proposition soit vérifiée. Ah bah oui, ça oui. D'accord. Et tu me dis en même temps que tous les mondes possibles sont instanciés. Bah, qui sont instanciés. Maintenant, si on voulait être très clair. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Conformément au terme de la théorie, ça veut dire, en gros, qu'on n'a pas de contradiction entre eux. Ça veut dire que si j'ai un monde possible quelconque, et c'est pour ça que j'ai dit qu'il était maximalement consistant pour simplifier, Dave le Platinga, c'est que si j'ai une collection, ma liste dans ma collection d'objets, ma liste, elle ne contiendra jamais d'occurrence de la forme phi non phi. Par contre, il se peut très bien qu'on ait un autre monde possible qui comprendra une autre liste dans laquelle on vérifiera non phi, tant que dans cette même liste on n'aura pas phi. Mais d'accord, mais en l'état, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que en fait tous les éléments de tous tes mondes possibles, ils existent en fait concrètement. Extramentalement. Ils existent extramentalement dans des mondes possibles différents. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'avais précisé que c'était un peu comme des multivers et qu'il fallait se représenter comme ça pour que ce soit simple. Attends. Mais donc ça veut dire qu'on a un objet A qui existe extramentalement et qui en même temps n'existe pas extramentalement. Donc ça je t'ai répondu là-dessus, Von Reich, littéralement. C'est quoi ta réponse dans ce cas-là? Il y a 2 secondes. Bah non, t'as pas répondu. T'as continué encore sur ton voyage. Mais c'est quoi ta réponse du coup? Mais c'est pas compliqué. C'est que quand tu considères un objet A qui vérifie un prédicat, tu vas te fixer un prédicat que tu vas interpréter dans un modèle. Donc en l'occurrence ici c'est P, mais on va appeler P exister intramentalement. Donc P de T c'est T satisfait d'exister extramentalement. Donc existant extramentalement dans un modèle, par exemple W1, c'est pas la même chose que exister extramentalement dans W2. Donc laisse-moi finir. Donc j'ai un objet qui vérifie T existe extramentalement, et ensuite je vais considérer T existe, mettons intramentalement par exemple. Bah qu'est-ce que je dis là du coup? Je dis simplement que j'ai 2 objets, en l'occurrence ici, qui ne vérifient pas les mêmes prédicats. Ils ne vérifient pas les mêmes prédicats, qui appartiennent à des mondes possibles distincts les uns des autres. Attends, donc ça veut dire que tu prends 2 A différents en fait? Ah bah oui, par la loi de Leibniz. Ben mais alors attends, c'est pas ce que tu nous as promis en fait. Ce que tu nous as promis, c'est que de n'importe quelle proposition qui est cohérente, ou consistante, je sais plus ce que tu as utilisé comme terme, de n'importe quelle proposition, t'es capable de trouver un monde possible dans lequel cette proposition est vérifiée.
En fait, von Reich, t'as conscience Moi, que je quand te tu prends la proposition A existe extrêmentalement. Je veux pas Oui, que tu le problème, c'est que modifies du coup, A là, tu pour changer la situation. Von Reich, du coup, tu veux rentrer dans la théorie de la référence, pas de problème. Quand tu Non, considères bon, attends, avant de rentrer dans toutes les théories que tu veux, faut quand même commencer à comprendre que A, en fait, c'est le même que j'ai considéré. Il faut pas le changer, en fait. Justement, je vais te répondre là-dessus. En fait, Alors, si tu veux me répondre là-dessus, je précise quand même mon point avant et ensuite tu répondras. Non, mais ton assertion, elle est inconsistante. Elle est inconsistante précisément par la loi de Leibniz. Ça veut dire que si tu considères... Alors, t'as deux manières de le voir. Je vais te faire les deux manières, comme ça va être plus clair. Celle que moi je défends, celle que la littérature peut soutenir de temps à autre, celle de Kripke. Là, ce que tu considères, c'est ce qu'on appelle un désignateur rigide. En théorie des mondes, enfin, en philosophie de la logique modale. Un désignateur rigide, ça veut dire en gros un objet auquel je peux soustraire des prédicats. Si tu considères un tel objet, ma remarque tient. Pourquoi? Parce que ce que tu vas donc dire, c'est que tes mondes possibles vont te prendre ton objet, ils vont l'interpréter suivant différents mondes possibles, qui va vérifier telle ou telle proposition. En fait, considère que c'est un peu la même chose que quand tu considères des modèles en arithmétique. Si tu prends par exemple un plus qui va avoir à peu près le même comportement, mais dans un ensemble de bases différents de modèles de Peano, on va quand même dire que c'est le même plus, c'est le même désignateur rigide. Ils satisfont pas exactement les mêmes choses, mais c'est quand même à peu près la même chose. Heureusement qu'on a ça dans la pratique, parce que sinon on pourrait plus faire de maths. Est-ce que Fantasy, quand tu me dis que les propositions A existent extramentalement et A n'existe pas extramentalement sont vérifiées chacun dans un monde possible, est-ce que tu es en train de me dire que les deux A considérés ne sont pas les mêmes? Oui ou non? Von Reich, là je suis en train de t'expliquer que même si on disait que c'était les mêmes, ça ne mènerait à aucun problème, conformément à exactement ce que je viens de te dire. Donc ça ne mène à aucun problème de dire que un A existe extramentalement et en même temps n'existe pas extramentalement. Madame Von Reich, redis-moi exactement la réponse que je viens de te faire là. Exactement la réponse là. Attends 2 secondes. Quelle est la réponse que je viens de te faire à l'instant? La réponse que tu m'as fait la précédente, c'est que tu m'as fait une distinction dans les A et tu m'as dit oui voilà comme c'est pas les mêmes objets parce qu'ils ont des prédicats différents. Juste avant, le désignateur rigide, j'ai dit quoi dessus? Le désignateur rigide. Non mais là t'es encore parti sur un délire en fait, tu m'as juste pas expliqué en fait. Tu m'écoutes même pas en fait. C'est-à-dire que là depuis tout à l'heure. Reclarifie ton propos mais tu pars systématiquement dans tous les sens en fait. Non, parce que, écoute, quand tu considères des A différents, si tu te donnes une théorie du désignateur rigide, si bien que tu ne peux pas, que tu peux différencier... Ok, définis théorie des désignateurs rigides. On va refaire comme tout à l'heure et on va encore partir dans un tunnel. Tu n'écoutes pas, c'est tout le problème. Ok, définis le terme que tu viens d'employer. Je viens de le faire à l'instant, c'est pas compliqué. Un désignateur rigide, c'est un objet du langage, tel qu'on peut lui soustraire des prédicats et pourtant garantir l'égalité. Ça veut dire que si j'ai deux prédicats, par exemple, R de T et, mettons, P de T, eh ben, je peux quand même maintenir que T est égal à T, même si les prédicats qu'ils vérifient sont pas les mêmes. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que c'est une des théories Von Reich, laisse-moi finir. Ça, c'est une des théories qu'on peut considérer, qu'on appelle la théorie du désignateur rigide. C'est celle qu'on utilise communément. Je t'ai cité le cas de l'arithmétique avec le plus pour que ce soit clair. Si tu avais écouté, ça aurait été bien, mais c'est pas le cas. Et donc ça, ce que ça dit simplement, c'est que si je considère un modèle comme celui-ci, alors dans ce cas-là, je n'ai pas de contradiction parce que je vais considérer dans mon langage que je peux construire l'égalité même si les prédicats ne sont pas les mêmes. Donc effectivement, je peux avoir une version de T, si l'on veut, qui serait dans un monde possible donné, et une autre version de T dans un autre monde possible. Cela ne pose aucun problème et c'est même ce qui se fait quotidiennement lorsqu'on parle de théorie du désignateur rigide. Toi, ta contradiction, tu l'as fait ressortir du fait que ça, tu le rejettes implicitement parce que tu invoques une pseudo-loi de Leibniz. Concrètement, on a les mêmes prédicats si et seulement si les deux sont identiques. Mais donc, si tu me fais une objection comme celle-ci, alors sache que tu n'as plus une théorie du désignateur rigide et tu te retrouves simplement avec des objets qui, ne vérifiant pas les mêmes prédicats, sont différents. Donc en fait, quand tu vas dire par exemple Von Reich, je sais pas moi, non musulman par exemple, eh ben ça sera pas le même Von Reich au sein de cette théorie. Je te dis que tu as les deux cas possibles. Von Reich non musulman est parfaitement possible. Il va falloir simplement donner une autre définition de Von Reich, un individu qui ressemble beaucoup à Von Reich si tu veux, mais qui n'est pas le même, parce que dans ce langage-là, tu ne construis pas l'égalité, précisément pour ce que je viens de dire, parce qu'il y a une équivalence avec la même extension des prédicats qui satisfait, et donc la question des mondes possibles va se transformer en la suivante. Est-ce qu'il y a un Von Reich très ressemblant au Von Reich de base qui existe dans un monde possible donné?
Eh ben, dans les deux interprétations que je viens de te donner, on n'a pas de contradiction, parce que c'est précisément dans le métalangage et les règles d'inférence qu'on se fixe qu'on a le droit de construire l'égalité. Vous, c'est ce que vous oubliez, vous ne construisez pas de règles d'inférence et vous n'avez aucune métaphore. D'accord. En fait, là, ce que tu es en train de me faire, c'est une sorte de zumba linguistique. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait, la seule chose que tu as fait depuis le début, et en fait, j'avais bien fait de pas t'écouter au début, la seule chose que tu as fait, donc dans le premier cas, la première chose que tu as fait, c'est imaginons on prend des A et des deux A qui ne sont pas identiques, et le deuxième cas, c'est imaginons on change la définition de l'égalité de telle sorte à ce que deux A qui n'ont pas les mêmes prédicats, ils sont pas identiques. Bah oui, mais en fait, d'accord, mais c'est pas ça que je suis en train de te poser comme question. En fait, la seule chose que tu as fait, c'est t'as changé la définition de l'égalité, parce que tu as pris une définition de l'égalité que tu voulais, et en changeant ta définition, attends, laisse-moi finir, en changeant la définition de l'égalité, t'as dit, bah, tiens, comme ils sont pas ils peuvent ne pas avoir les mêmes prédicats, on peut quand même les considérer égaux dans ce sens-là, parce que tu as changé la définition de l'égalité, et du coup, tu dis, bah, finalement, il n'y a pas de contradiction. D'accord, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je te demande de pas changer la définition de l'égalité, de rester sur la définition classique de l'égalité, c'est-à-dire avec les mêmes prédicats. C'est quoi la définition classique? C'est quoi la définition Attends, laisse-moi finir. C'est-à-dire que je dirais que deux objets sont égaux si ils partagent exactement les mêmes prédicats. D'accord? Donc, dans ce cas, quand tu retranches, laisse-moi finir. Quand tu retranches un prédicat, eh ben, ce ne sont plus des objets identiques. Ah, mais donc von Reich. Donc, une fois que, attends. Une fois que j'ai dit ça, je reprends mon point depuis le début. Si maintenant on prend deux objets A qui partagent exactement les mêmes prédicats, tu ne peux pas affirmer qu'il A existe extramentalement et A n'existe pas extramentalement en même temps. C'est faux, en fait. Von Reich, qu'est-ce que tu viens de me construire? Qu'est-ce que tu viens de me dire? Exister extramentalement, c'est un prédicat. Exister extramentalement, c'est un prédicat. Oui. Tu me dis que l'identité de donc P de A et R de A, en fait, elle est nulle. Pourquoi? Parce que P de A est égal à R de A si et seulement, enfin A est égal à A ici, si et seulement si P de A était, attends, putain, vraiment là. Ah, tu en poses, ok. Non mais là c'est, en plus je t'ai répondu très exactement à ça, c'est la preuve que t'écoutes pas, tu t'es ramolli le cerveau à force de discuter avec des attardés, c'est navrant. Attends, j'ai coupé, répète ton point simplement. Donc c'est vraiment très simple. Là, qu'est-ce que tu viens de me dire? A est égal à A si et seulement si P de A si et seulement si R de A. Désolé pour le langage formel. Ah, attends, A égale à P de A, t'as dit quoi? Non, A est égal à A, ici, si et seulement si P de A est égal à R de A. Avec P de A existait intramentalement, R de A existait extramentalement. Or, ça... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit s'ils partagent les mêmes prédicats. Tu viens de dire la même chose. Non, j'ai dit A et A va être égal à un autre objet s'ils partagent les mêmes prédicats. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais pourquoi t'as parlé d'existence intramentale? On n'a pas parlé d'existence intramentale, en fait. Ah bah si, tu me dis un objet A peut donc tu me dis un objet A peut vérifier d'exister intramentalement comme il peut ne pas le vérifier. Donc moi, ce que je te dis, Reich, intramentalement, on parlait d'extramentalement. Pourquoi tu parles d'intramentalement maintenant? Parce que tu me dis, on a un objet A qui peut exister intramentalement comme ne pas exister extramentalement. Non, ça, on parle extramentalement, ok. Mais vas-y. Attends. Donc là, ce que tu me dis, parce que ça, pour le construire, je t'ai répondu tout à l'heure très exactement là-dessus, à savoir que ça dépend de comment tu construis ton égalité. En l'occurrence ici, tu le construis comme suit. Ah, attends, j'ai coupé ou pas? Ouais. Ah, là, tu dis quoi? On a A est égal à B, si et seulement si on a P de A, si et seulement si P de B. C'est ça que tu me dis. Ouais. Là, pour que ça fasse sens, j'ai A est égal à A, si et seulement si P de A est égal à R de A, avec P, A existe intramentalement, et R, A existe extramentalement. Ça, manifestement, c'est faux, puisque... C'est quoi RA, là, ici? C'est quoi RA? RA, ça existait extramentalement. P de A, c'est existait intramentalement. Et PA, c'est existé intramentalement. Oui, j'ai plus dans quel sens je les ai mis, mais qu'importe. Ok, ensuite, ouais, du coup. Bon. Ça, c'est ce que tu me dis. Ça, c'est ce qui permet d'introduire l'égalité dans le langage. Attends, et c'est quoi la relation de PA et RA? Comment ça, la relation? Répète ta phrase avec P de A et R de A. C'est la loi de Leibniz. Répète ta phrase avec P de A et R de A. J'ai pas compris pourquoi tu appliquais à extramentalement, intramentalement. Vas-y, continue. Mais parce que, existe intramentalement et existe extramentalement, c'est le prédicat, hein. Non, mais d'accord, mais donc, ça veut dire quoi? C'est quoi les deux objets que tu compares, là, en fait? Aya, c'est d'accord, A et A. Donc, t'es juste en train de dire que si A existe extramentalement, bah, A existe extramentalement. Bah oui, en fait. Bah non, mais putain, mais Van Reich, c'est comment, là? Bah, c'est quoi ton point, en fait? Non mais ok, on va faire un truc beaucoup plus simple parce que manifestement, c'est un objet syntaxique, hein, on s'en fout. On peut y travailler, on peut changer les variables outrance sans problème. On a A est égal à B ici, si et seulement si on a R de A, si et seulement si P de B manifestement. Mais du coup le truc c'est que là, Von Reich, ce que je te dis, c'est que vu que ta définition de l'égalité, ces deux objets sont identiques si et seulement s'ils vérifient exactement les mêmes propriétés, donc toi tu vas faire des raisonnements contrefactuels quand tu vas dire il eût été possible que Von Reich fasse X ou Y. Bah ça c'est faux. C'est trivialement faux puisque Von Reich ne vérifie pas ces propositions-là. Il ne les vérifie pas parce que ce n'est pas dans c'est pas ces prédicats qu'il satisfait. Donc, ce que je te disais tout à l'heure, c'est quoi? C'est que quand tu raisonnes avec un tel langage, la question n'est plus de savoir si Von Reich qui aurait pu faire autre chose que ce qu'il a fait peut exister dans un monde possible. Ça sera pas le même Von Reich parce que précisément on a défini l'égalité comme ça.
il est possible qu'on ait un individu qui ressemble beaucoup à Voldemort. Attends, moi je vais juste devoir couper. On reprend si tu veux sur Discord. Bon, ouais, flemme, mais c'est franchement. Un autre jour. Vas-y, moi je te. Un autre jour, on m'en fout, mais là, t'as pas bonne construction de l'égalité. Si tu construis ton égalité d'une certaine manière, tu t'y tiens. Là, ce que tu demandes de faire, c'est simplement de résoudre une contradiction qui est inhérente à la Non, parce manière qu'en fait, toi, tu vas construire quoi? Tu vas construire des mondes possibles où tu vas dire qu'il y a une distinction, c'est ça? Non, ce que je te dis, c'est que quand tu construis ton égalité avec certaines règles d'inférence, tu peux pas t'amuser à me les changer après, à me dire, résous un cas impossible étant donné les règles d'inférence. Non, mais en fait, les prédicats, je considère que les prédicats essentiels ici. Hein. Deux objets sont identiques, ils sont dans les mêmes prédicats essentiels. Ah bah dans ce cas, c'est la théorie du désignateur rigide. Mais si c'est la théorie du désignateur rigide, j'ai répondu tout à l'heure. J'ai présenté les deux cas possibles quand on veut présenter l'identité transmonde possible. C'est un thème qui est fascinant, mais il faut connaître le sujet là-dessus. Je sais pas, je suis pas d'avoir des Attends, ça veut dire que tout à l'heure, t'étais en train de me parler de propriété accidentelle et essentielle. Non, je parlais pas de ça. Je te disais. Pourquoi tu me dis que c'est la même chose alors? Bah oui, enfin, je veux dire, oui, ok. Si, il fallait peut-être changer l'utilisateur dans ce cas-là. Pardon, oui, je n'avais pas compris. Je pensais que tu me parlais quand je parlais du pays, mais non. Quand je parlais du désignateur rigide, oui, c'est ça. C'est à peu près un truc analogue. Mais en fait, on le traite dans la sémantique du crypti. Mais l'idée, c'est la même. C'est à ça que je répondais tout à l'heure. Mais donc, ça pose pas de problème. J'ai répondu tout à l'heure en entrée. Mais le problème, c'est que t'écoutes la moitié des trucs. T'es en train de dire d'apologète, mais au mauvais moment. C'est chiant. J'ai l'impression que tu discutes avec des attardés. Je veux dire, c'est pas de sens. Non, mais c'est surtout que tu vas dans tous les sens et genre c'est vraiment genre là on est parti de on définit les possibles etc. Moi, la base, je sais pas moi, on est parti sur plein de trucs différents en fait. Non, mais moi j'avais un argument tout fait. Je suppose que quand on parle pendant autant de temps de la modalité, c'est qu'on connaît un peu ce qui se passe dedans. Et en pareil pour la logique. La logique. Ah non, moi je t'ai déjà dit. Attends, on va être très clair. Moi je t'ai déjà dit, moi je ne fais pas de logique occidentale. Mais je m'en fous. Je dis au donc moins. Ne me dis pas. Moi je suis pas tenu de connaître ton paradigme. Non mais je dis au moins la connaître minimalement. Et non, tu connais pas mon paradigme non plus, toi, tu vois. Donc c'est. Ouais, vaguement, au moins vaguement. Mais vrai dans un modèle, ça c'est de la logique de base. Vrai dans un modèle, quand même. Ah non, mais moi il y avait des problèmes dans mon truc. Hein. Pour moi c'était pas clair. Il y a plein de trucs qui étaient pas clairs. Donc on sort des intersections d'ensemble qui ne veulent rien dire. Enfin, au bout d'un moment, c'est bon. M'introduire des objets du métalangage dans la théorie. Enfin, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, t'es capable de concevoir un E et ET quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas très compliqué. Oui, mais attends, Van Reich. Pour ça, faut construire. Non, mais je déconne, mais il faut se construire des règles avec ça. Les règles, ça sort pas du ciel. Le et c'est pas un truc comme ça du langage naturel, comme ça qu'on manipule au pif. Je sais que je peux paraître chiant et compagnie, ou Gabouga, le mec qui fait le genre logicien, mais c'est pas ça. C'est juste que tout ça, c'est pour éviter de se construire des faux problèmes ou alors de se construire des trucs qui mènent à des contradictions partout ailleurs. Faut se donner des règles très précises. Désolé d'être un peu énervé, je suis un peu sur le DS à la con à réviser depuis maintenant des jours qui m'énerve là, de la démonstration de con là, donc je suis un peu énervé, pardon, mais c'est important, merde quoi. Bon, on parlera ça un autre jour, c'est pas grave. Vas-y, bon bah salut. Bon, allez, à plus, c'était cool quand même. Hein. Oui, pas de soucis.